Bonjour, docteur Christinelli. Bonjour Christian. Bon, merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette web conférence qui va être exceptionnelle. Exceptionnelle déjà parce que je ne sais pas si jamais tu le sais, mais on a plus de 120 médecins qui se sont inscrits. Donc on voit bien que le thème de la médecine de la longévité dont on va parler aujourd'hui est vraiment un sujet qui intéresse et qui pose des questions. Et ce qui va m'intéresser évidemment grandement, alors des fois à titre personnel, puisque je m'intègre là-dedans, c'est de bien comprendre ce qu'est la médecine de la longévité. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la médecine de la longévité? Est-ce qu'on parle d'anti-âge? Est-ce qu'on parle d'esthétique? Est-ce qu'on parle de bien vieillir? Est-ce qu'on parle de tout ça? Quelles sont un peu les frontières? Donc ça va être un peu les sujets dont j'aimerais que nous puissions parler. Et puis surtout, comment cette demande qui est en train enfin, d'arriver d'une façon assez massive au sein des cabinets, au sein même de la société d'une façon générale, comment est-ce qu'un médecin donc, qui nous écoute aujourd'hui, qu'il soit d'ailleurs spécialiste ou généraliste, en quoi sa pratique au quotidien peut être impactée par cette demande-là? Comment est-ce qu'il peut s'en servir un peu comme un outil de diversification aussi, puisque tu me le rappelleras, mais on est sur des sujets qui sont hors sécurité sociale. Donc, ce sont ces sujets qui vont m'intéresser. Un, le territoire. Deux, comment un médecin peut s'en emparer. Comment est-ce que toi, concrètement, de par ton expérience, tu as mis en place avec un peu d'avance et beaucoup d'innovation. Donc, il y a beaucoup de tips sur lesquels, évidemment, je vais te demander de t'exprimer. Et avant ça, je voulais juste être certain que tout le monde m'entend. Donc, normalement, tout le monde est en train de rentrer dans la salle de conférence. Vous avez à droite un chat où il y a marqué commentaires. N'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions. Nous avons Anne-Sophie avec nous qui agrégera l'ensemble des questions auxquelles on répondra probablement à la fin de cette intervention, en sachant que l'idée, c'est que ce soit plus clair à la fin qu'au début. Et on profitera aussi de cet échange pour parler un peu de la formation Bioptimise, sur laquelle on travaille actuellement. Et ça va d'ailleurs me permettre de faire le lien, avant de te laisser la parole, juste de présenter Bioptimise. Alors moi, je suis Christian Tomaso, je suis au sein du groupe Sésame dont je m'occupe, responsable plus particulièrement de ce département de la médecine de la longévité. Je vois que les gens m'entendent parfaitement, donc c'est impeccable. Donc Bioptimise, c'est le département médecine de la longévité et anti-âge au sein du groupe Sésame, avec la volonté qui est d'essayer d'accompagner le médecin dans le cadre de cette réflexion qui est une forme de diversification sur cette consultation-là. Et pour ce webinaire et cette webconférence, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Stéphane Christinelli, qui va se présenter, mais qui est surtout aussi formateur, enseignant à l'université, KOL, présentateur à l'IMCAS ou différents grands événements, et qui nous aide beaucoup dans la compréhension du monde scientifique qui a un fort impact sur la société. Donc, en quelques mots, docteur Christinelli, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi est-ce que la médecine de longévité est un sujet qui t'intéresse? Oui, alors bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Donc, ouais, c'est un sujet passionnant, la médecine de la longévité. Moi, je m'y suis intéressé vraiment. J'ai commencé, en fait, je suis gynécologue, hein, de gynécologue obstétricien de formation. Je pratique toujours la gynécologie, la chirurgie gynéco en particulier, et je me suis passionné pour la restauration vaginale depuis plus de 10 ans. Une dizaine d'années maintenant, on parlait de restauration vaginale avec du laser notamment. J'ai eu la chance de commencer avec ça, d'être un peu un pionnier dans cette discipline au niveau gynécologique. Et ça m'a vraiment révélé des choses parce qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait à refaire revivre des tissus, à restaurer une fonction cellulaire au niveau vaginal, et en utilisant en fait des techniques qui étaient initialement utilisées en médecine esthétique. Et de découvrir finalement qu'on pouvait refaire revivre des tissus qui étaient en sommeil m'a paru extraordinaire. Donc ça m'a donné envie d'étudier ça de façon plus rigoureuse avec des diplômes universitaires notamment. Et j'ai la chance d'enseigner effectivement le diplôme de chirurgie gynéco-esthétique qui étudie ces problématiques-là. Et j'ai pu rencontrer notamment le docteur Dahl,
qui est un pionnier de la médecine anti-âge en France et au niveau mondial. Et ça m'a vraiment donné envie à cette occasion de préciser ses connaissances en suivant ses enseignements. Et ça a été une révélation pour moi parce que de la médecine que j'ai appris à la fac, j'ai découvert un univers vraiment complètement différent en reprenant de la physiologie, des notions de physique et passionnant. Et je me suis dit, waouh, on est encore là dans certaines erreurs quand on voit des patients avec des ordonnances de 10, 15, 20 médicaments parfois et qu'on pouvait agir en amont. Et surtout, alors j'avais été au contact de cette médecine-là un petit peu au cours de mes études en Belgique, au cours de mon clinica, et je prenais ça comme des huluberlus, hein, les gens qui faisaient ça, parce que ça me paraissait vraiment, vraiment obscur, presque du charlatanisme. En fait, maintenant, on a réellement des preuves scientifiques euh, qui nous permettent de corréler en fait ce que l'on peut faire en médecine anti-âge ou de la longévité avec des preuves vraiment sérieuses, des études rigoureuses. Donc c'est vraiment un domaine passionnant, en pleine expansion, et surtout qui nous apporte maintenant une rigueur scientifique qu'on n'avait peut-être pas il y a 20 ans. Je pense que la demande aussi a changé. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, on a commencé à réfléchir sur ce sujet-là et l'enjeu, c'était la longévité dans le sens espérance de vie. D'ailleurs, je me rappelle de la une du Times qui parlait que la nouvelle génération allait vivre peut-être jusqu'à 142 ans pour la une du Times. Mais en fait, l'enjeu réel aujourd'hui, je le vois moi qui arrive à 57 ans, c'est pas tellement cette donnée-là, c'est plutôt comment à 55, 50, 60, 70, 75 ou au-delà, je peux être la meilleure version de moi-même. Je crois qu'il y a une notion de j'accepte mon âge, mais est-ce qu'il y a des choses que je suis capable de faire et en quoi le médecin va être capable de m'accompagner sur cette pratique-là? Est-ce que tu peux rentrer sur le périmètre? Parce que est-ce que la longévité, ce sont simplement des biomarqueurs que tu vas regarder? Est-ce que c'est au-delà? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Mais en fait, on parle, oui, ça concerne tout le monde parce qu'il y a vraiment un changement de paradigme qu'on sent réellement en consultation. Alors moi, j'ai senti depuis quelques années de par ma spécialité en gynéco, auprès de la prise en charge de la ménopause, notamment chez la femme. Bon voilà, c'est ce qui m'a déclenché aussi l'idée d'ouvrir un centre qui va prendre en globalité la médecine de la longévité, tant au niveau esthétique, mais aussi interne. En fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est de rester en bonne santé le plus longtemps possible. On va y revenir, mais euh, on peut considérer ça d'une façon assez simple, c'est-à-dire que la médecine actuellement, elle s'occupe que des gens malades. C'est-à-dire qu'on nous apprend à la fac réellement à soigner les maladies. On est des experts de la pathologie, des experts de la maladie. Et en réalité, on oublie vraiment toute la physiologie avant. Et de plus en plus, il y a une demande maintenant des patients qui veulent rester en bonne santé le plus longtemps possible, donc santé intérieure, mais ça peut être une demande. Voilà, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, être en bonne santé, j'ai envie de voir grandir mes petits-enfants, j'ai envie d'aller faire du sport avec eux, et j'ai besoin d'être en forme. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie d'éviter les maladies, j'ai envie d'éviter d'avoir un cancer. Et puis, il y a l'autre aspect des personnes qui rentrent dans cette médecine-là, plus d'un côté esthétique. Mais en réalité, c'est un tout. Et donc, c'est vraiment, on le voit évoluer. Donc, ouais, sur cette dia, on revoit un peu les trois phases de la médecine, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on, a, on est trop souvent encore actuellement dans une médecine réactive, c'est-à-dire qu'on attend que les maladies se développent et puis ensuite on les soigne. Un exemple typique, c'est le diabète, par exemple. Je vois énormément, maintenant, il y a des marqueurs biologiques du prédiabète où on peut éviter que les gens rentrent dans la maladie diabétique. Et ce qu'on entend dire le plus souvent en consultation, c'est bah oui, attendez d'être diabétique et on vous traitera. Donc là, on est dans un changement de vision. Il commence à y avoir des stratégies de prévention et de détection précoce, ce qu'on appelle la médecine proactive, c'est la médecine de santé publique, hein, le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du côlon, la vaccination. Tout ça, c'est réellement des mises en place de santé publique qui vont réellement dans le bon sens. Et maintenant, on peut aller encore
beaucoup plus loin, ce qu'on appelle effectivement la médecine 3.0, qui va intégrer des notions de génétique, qui va intégrer des notions de thérapie régénérative, ce que je vous disais, pour optimiser la longévité. Alors ça, cette médecine-là, elle porte vraiment différents noms, c'est-à-dire qu'on va l'appeler médecine de la longévité, on peut l'appeler aussi médecine anti-âge, on peut l'appeler médecine 5P. Alors la médecine 5P, c'est intéressant, c'est une médecine qui va être personnalisée, mais qui va être à la fois aussi préventive, prédictive, participative, c'est-à-dire que le patient ou la patiente rentre vraiment dans la décision des choix qu'ils vont faire, et puis on a besoin de sa participation pour le suivi, pour qu'elle mette en application ce qu'on va lui conseiller. Et le 5e P, c'est surtout la médecine portée par les preuves. Voilà, ça c'est vraiment très important. C'est comme je vous le disais en introduction, il y a des preuves scientifiques sur certaines choses qui sont complètement indéniables et c'est important de les intégrer et dans cette médecine. Et cette approche préventive permet effectivement de réduire des risques de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires. C'est clairement des maladies de nos siècles et c'est franchement, dans la plupart des cas, des maladies qu'on peut réellement éviter. En fait, faire venir qu'elles viennent le plus tard possible. Mais c'est aussi un maintien de qualité de vie. C'est pas de vivre plus longtemps, c'est de vivre le plus longtemps en meilleure santé, c'est-à-dire sans être malade. Et aussi, très important, on a besoin d'optimiser nos performances physiques et cognitives. Et ça, c'est clairement quand on parle de... Alors la cinquantaine, c'est vrai que c'est un âge un peu clé. Si on rapporte ça aux femmes, c'est le drame pour elles parce qu'elles arrivent dans la ménopause. Et ce que je dis toujours à mes patients, vous allez être en meilleure forme finalement si on vous prend en charge maintenant correctement, même qu'avant votre ménopause. Et au niveau de cette approche préventive, on va voir, on va jouer sur différents domaines que je vais expliquer. Et pourquoi ça a une telle importance? Eh bien, parce qu'effectivement, on a un vieillissement global de la population. Ça, c'est assez parlant. Ce sont des chiffres. C'est-à-dire que l'espérance de vie en France, alors quand on parle d'espérance de vie, il y a deux espérances de vie. Il y a l'espérance de vie à la naissance et puis il y a l'espérance de vie à l'âge où on est nous. Et l'espérance de vie à la naissance, elle est importante. Elle est de 82 ans actuellement, euh, d'une façon générale. Je ne fais pas le distinguo homme-femme. Et 21% de la population a plus de 65 ans en France. Et vous voyez qu'au niveau mondial, on est à peu près sur des mêmes chiffres. Et alors, ce qui est assez troublant, c'est que parallèlement à l'augmentation de l'espérance de vie, on commence à voir une décroissance de l'âge en bonne santé. C'est-à-dire qu'on vit de moins en moins longtemps en bonne santé. Vivre en bonne santé, c'est quoi? C'est vivre sans maladie, c'est-à-dire sans médicaments, sans invalidité. Et actuellement, en France, on est à peu près à 65 ans pour les femmes et 62 ans pour les hommes d'espérance de vie en bonne santé. Et puis, il y a aussi un phénomène, c'est l'augmentation incroyable des centenaires, c'est-à-dire ils sont 30 000 actuellement en France et on en prévoit 150 000 en 2050. Donc ça, je crois que les pouvoirs publics n'ont pas pris cette notion-là. Par contre, on le ressent dans notre patientèle. Moi, il y a beaucoup de patients qui viennent me voir et leurs arguments me disent écoutez, la santé en France, ça déconne complètement. Les prises en charge de mes parents dans les EHPAD, etc., c'est pas optimal. Et vu l'augmentation de l'espérance de vie, vu la dégradation de ces critères-là, j'ai envie d'être en meilleure forme possible. Voilà, ça c'est vraiment un motif de consultation. Je commence une consultation de la longévité, je pose toujours la question de qu'est-ce qui amène à réaliser cette consultation-là. Et c'est vraiment quelque chose qui ressort de plus en plus.
Alors, juste, je fais une aparté parce que tu as 100% raison. Alors, moi, je ne suis pas dans ton univers, mais je suis entouré de quinquas et plus qui sont à des postes de direction, qui ont fait des grandes écoles. Et je fais référence d'ailleurs, il y a quelques années, moi, ça m'avait touché. Alors, j'étais un peu plus âgé que lui. Je ne sais pas si jamais tu as connu Pierre Berger ou peut-être que tu en as entendu parler, mais Pierre Berger était le président d'Eiffage. Bachelier à 15 ans, Polytechnique à 18, Ponts et Chaussées derrière, 70 000 personnes sous sa responsabilité, et à 47 ans, il a eu un infarctus. Il y a eu un espèce de séisme dans les codires des grandes sociétés, et il y a une forme de prise de conscience de cette classe de CSP qui de plus en plus s'interroge sur comment est-ce qu'on fait concrètement. Donc, une fois qu'on a compris ça, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est entre guillemets inquiétant, c'est que la demande existe. Par contre, elle est souvent prise en charge par des gens qui ne sont pas médecins. C'est-à-dire qu'on le voit, nous, actuellement, on parle beaucoup de biohacking, il y a des gens qui viennent du coaching, qu'ils soient sportifs ou psy, il y a des gens qui viennent de choses plus ou moins médicales et scientifiques. Donc on voit bien que le médecin, il a un petit peu de mal à s'approprier ce territoire. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la chose? Est-ce que tu penses que nécessairement le médecin aujourd'hui doit prendre en charge cela? Et si oui, dans quel cadre? Est-ce que ça rentre dans le cadre de sa pratique entre guillemets traditionnelle? Est-ce qu'il ouvre une consultation qui est dédiée à ça? Et après, peut-être expliquer ce qu'est une consultation. Alors, clairement, ce que je pense, c'est que pour être un expert de la longévité, il faut être un expert de la pathologie également. Et je crois que c'est vraiment la clé. Donc, nous, médecins, on a vraiment notre rôle à jouer dans cette prise en charge-là, parce qu'on connaît la pathologie et c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que, ben, oui, on peut pas, un naturopathe ne peut pas tout soigner, même si j'ai beaucoup de respect pour certains qui font de la naturopathie, de certains naturopathes qui sont dans le vrai, mais qui ont certaines limites par rapport à la pathologie. Et c'est clair on a vraiment un rôle clé. Et les patients, quand ils viennent, ils disent, j'ai pas la réponse là chez mon médecin. J'ai pas la réponse chez mon médecin parce que la consultation, elle dure 5 minutes et j'ai besoin d'avoir des réponses à mes questions. Et je pense que nous, médecins, on a vraiment un rôle essentiel à jouer là-dedans. Alors, comment le faire lors d'une consultation? Bah, c'est complexe parce que on est peu de spécialistes finalement. C'est pas une spécialité, hein, la médecine de la longévité ou la médecine anti-âge. C'est des gens qui viennent de tout horizon et c'est ce qui fait réellement la richesse. Et on reparlera de la formation peut-être tout à l'heure et d'avoir d'intégrer cette communauté qui est très riche intellectuellement et qui permet d'avoir des échanges avec des gens qui viennent de spécialités, que ce soit des spécialistes en médecine générale ou d'autres spécialités, eh bien, d'avoir des visions différentes et c'est hyper stimulant intellectuellement. C'est d'autant stimulant qu'on va utiliser vraiment des nouvelles technologies dans cette médecine-là, comme les tests génétiques, des biomarqueurs, de l'IA. Et euh, comment ça peut s'intégrer dans une consultation? Ben je crois que ça doit être vraiment des consultations à part, parce que c'est une demande à part, c'est des gens qui ont besoin de temps. Et une consultation de médecine de la longévité, ben c'est une première consultation, ça dure 1 heure à peu près. Voilà. Hein. Donc, en 1 heure, vous voyez que dans une prise en charge de consultation classique, même de spécialistes, on consacre jamais 1 heure à nos patients ou alors très, très rarement. Je ne sais pas si c'est le sens de ta question, si tu voulais Exactement. savoir. Oui, absolument, absolument. Et Et donc, oui, là-dedans, ce qui va être aussi intéressant, c'est de voir, puisque la médecine de longévité, on comprend bien qu'elle inclut un certain nombre d'items. Tu parlais de préventif, de prédictif, de personnalisé, de proactif, d'esthétique aussi. Alors justement, quel est l'intérêt de l'esthétique? Est-ce que l'esthétique peut s'intégrer dans cette notion-là? Est-ce qu'au contraire, il faut la laisser à côté? Quel est ton point de vue par rapport à ça? alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a différentes façons d'approcher effectivement la médecine de la longévité ou de l'anti-âge. Ça peut être la première consultation, ça peut être une consultation esthétique. Hein, quelqu'un, voilà, ouais, j'ai des rides ou j'ai un relâchement. Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Alors,
Ça m'intéresse pas de faire une injection, merci, au revoir. C'est-à-dire ça, ils trouveront tout à fait. Et vous aurez de plus en plus sur le marché des gens qui vont faire ça, qui le font très bien ou moins bien, mais qui vont se contenter de ça. Voilà, ils vont se contenter d'un aspect esthétique, de faire une injection, du botox ou d'autres techniques moins, moins invasives. Mais on voit que clairement, voilà, il y a quelques années que je fais ça, et on voit clairement les choses changent et que les patients attendent autre chose de ça. Ils attendent qu'on leur dise, bah oui, il y a votre aspect esthétique, on va le prendre en charge, mais on va le prendre en charge de façon globale. Donc moi, quand ils viennent au centre, je leur explique le vieillissement. On peut le développer là succinctement, mais il y a trois causes de vieillissement en fait maintenant qui sont bien identifiées. Il y a la cause génétique. On est inégaux par rapport à ça, mais il y a un vieillissement des gènes. Et alors, on peut aller très loin dans la recherche génétique pour mettre en évidence des vieillissements prématurés sur tel ou tel organe, par exemple. Il y a l'oxydation. Donc ça, l'oxydation, c'est un facteur de vieillissement, c'est notre alimentation, c'est l'absence de sport, c'est le tabac, c'est l'alcool. Et c'est un domaine assez vaste. Puis il y a l'aspect hormonal aussi, la carence hormonale, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, sont des facteurs de vieillissement. Et donc, on voit bien que si on commence à parler de ça un petit peu aux patients, eh ben, ils vont comprendre que s'ils veulent une prise en charge un peu à long terme, il va falloir travailler sur tous ces aspects et pas seulement sur l'esthétique. Je parlais de régénération tissulaire, cellulaire au début. C'est clairement ça. Quand on est capable de faire revivre une muqueuse vaginale, on est capable avec des technologies comme la radiofréquence, par exemple, de traiter les rides superficielles du visage. Mais si vous avez un fonctionnement cellulaire qui n'est pas bien, si les gens sont carencés en zinc, s'ils sont carencés en vitamine D, bah, les cellules ne vont pas bien fonctionner. Donc, on explique ça, et là, on a vraiment une approche globale de l'anti-âge, que ce soit des gens qui rentrent par l'esthétique ou que ce soit des gens qui rentrent par le fonctionnel pour être en forme. Et c'est ça qui est passionnant dans notre discipline, c'est cette intrication des différentes disciplines, que ce soit l'esthétique ou l'endocrino, par exemple, ou la génétique. Et là, c'est une façon intéressante de rentrer dans l'anti-âge. On a vraiment une expertise à apporter. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, c'est ça que tu voulais Oui, savoir. je pense que c'est très clair. Alors, on va justement peut-être aborder ces sujets-là, puisque une fois qu'on a compris l'importance de l'audit initial qui se fait sous forme de consultation, alors juste peut-être quelques repères. Comment est-ce que toi, tu t'organises dans le cadre de ton activité médicale? Est-ce que tu isoles des plages horaires qui sont bien spécifiques? Est-ce que c'est en fonction de la demande? Donc ça. Et puis, la deuxième orientation de la question, c'est dans ce process de consultation, est-ce que tu abordes toujours la même façon de faire? Est-ce qu'il y a toujours le même type de même bilan physiologique? Est-ce que c'est toujours la même chose? Et d'ailleurs, c'est ce que tu partageras un peu plus longuement sur la formation du 14 au 16 mars. Mais là, en synthèse, est-ce que c'est une consultation qui s'intègre ou est-ce que c'est des plages horaires que tu bloques et le process même de la consultation? Alors, c'est clairement des plages horaires spécifiques, évidemment, parce que bon, moi, mon activité, elle est toujours, elle est mixte en fait, puisque j'ai toujours une grosse partie de gynéco et de chirurgie gynéco, euh, et puis moitié du temps, on va dire, et l'autre moitié du temps esthétique et médecine de la longévité. Alors, de temps en temps, il y en a qui s'intriguent dans la gynéco, mais clairement, j'ai des plages horaires, oui, de 2 jours par semaine sur la médecine de la longévité et l'esthétique. Et là ça s'intègre, hein, les deux, entre les consultations esthétiques et les consultations de longévité, s'intègrent sur les mêmes jours. Mais en pratique, en fait, le patient est isolé pour cette première visite. Donc, la première question, c'est vraiment le, la motivation qui l'amène à venir consulter, à rechercher cette consultation spécialisée. Ça commence par un questionnaire, un long questionnaire. Alors, soit je le fais moi-même, soit il est fait par mon infirmière. De plus en plus, maintenant, il est fait lors de la première consultation par l'infirmière. Une consultation, ça
va prendre facilement une demi-heure pour avoir une vision globale des choses. On intègre maintenant un check-up physique complet, hein, donc qui passe par la capacité respiratoire, l'électrocardiogramme, l'impédance-métrie, les postures, les réflexes, les réflexes qui sont un peu psychiques en fait, hein, c'est pas les réflexes au marteau, pour tester un petit peu la rapidité intellectuelle. Tiens, ça c'est un truc intéressant, je rebondis là-dessus, mais ça mérite d'être souligné. On se rend compte que maintenant les QI diminuent dans les pays occidentaux. Ils augmentent dans les pays asiatiques, ils diminuent dans nos populations. Et on sait qu'un QI bas, ou plutôt un QI élevé, est plutôt signe de longévité. Voilà, donc ça, c'est intéressant aussi à remarquer. Donc, le psychique joue énormément dans la longévité. On pourra y revenir. Et une fois que ce bilan est fait, je les revois pour identifier les problématiques. Et puis c'est là où on va pouvoir initier des scores de risque, par exemple sur le cancer de la prostate, sur le cancer du sein, sur les maladies cardiovasculaires, le diabète. On a des scores qui sont très bien, qui sont très fiables maintenant. Et orienter à ce moment-là les examens complémentaires. Les examens complémentaires qu'on peut faire en médecine traditionnelle. Et puis d'autres on va plus approfondir en médecine fonctionnelle. Là, on travaille avec des laboratoires qui sont spécialisés dans ces analyses biologiques, parce que ce pas des analyses effectivement qui sont prises en charge par la sécurité sociale, et c'est des analyses assez spécifiques, et il faut des labos qui ont l'habitude de le faire, pour qu'ils vous donnent un résultat qui soit cohérent, et qui soit dans les normes que l'on recherche par rapport à la médecine anti-âge, c'est-à-dire que un exemple type, c'est la TSH, par exemple, pour la thyroïde. Je reviens à des choses concrètes. En médecine de la longévité, on recherche une TSH qui ne va pas dépasser 2,5. Voilà. Alors qu'en pathologie, on ne traite pas au-delà de 4,5. Donc, vous voyez la différence. Donc là, on reste dans des normes labo, à TSH à 3. On reste dans des normes labo, mais on est déjà dans une zone orange. On peut rechercher des choses qui vont faire passer le patient dans une pathologie plus tard, et on peut lui éviter. Voilà, ça c'est vraiment un exemple concret. Autre exemple concret, c'est aussi les patients déprimés. Ça, c'est beaucoup arrive en médecine de la longévité par rapport à ça. On voit qu'il y a trop d'antidépresseurs qui sont prescrits, alors qu'en réalité, il s'agit juste d'un déséquilibre des neurotransmetteurs. Donc ça, neurotransmetteurs, on sait les doser, on sait les identifier avec un questionnaire médical d'ailleurs, et on sait les doser. Et je suis sûr qu'on sait réellement rééquilibrer des patients au niveau neurotransmetteurs, et ils n'ont plus besoin d'antidépresseurs par la suite. Et là, on a vraiment une demande vraiment forte des patients, parce que on sent bien une petite méfiance actuellement de la médecine traditionnelle. Ce qu'on va rechercher, oui, excuse-moi, Christian. Non, non, en fait, ça me permettait peut-être de faire le lien, parce qu'il y a beaucoup de tes confrères qui nous ont interrogés en disant on trouve ça super intéressant, mais bon, quelque part, je ne vais pas dire qu'on ne sait pas faire, mais il n'y a pas une formation aujourd'hui qui agrège l'ensemble de ces informations et qui permette d'être opérationnel. Et c'est comme ça que on a. Enfin, je t'ai demandé de réfléchir et d'être un peu ce formateur, ce mentor qui va permettre à tes confrères de voir comment est-ce qu'on peut concrètement organiser, structurer une consultation, et quels sont les indicateurs à regarder, quels sont les biomarqueurs. Et ça me permet peut-être de faire le lien, et c'est ce que je te propose, que tu nous parles un petit peu de la formation qui est donc du 14 au 16 mars à l'Antara à Nice, et qui a vraiment comme vocation d'aider l'ensemble des médecins à mettre en place dès 3 jours après une consultation qui est dédiée à cette demande. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est concrètement qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette formation et dans cette consultation, puisque les deux sont évidemment intimement liés.
L'idée, le point de départ, c'est quand moi j'ai commencé effectivement à m'intéresser à cette médecine de la longévité et ses consultations. J'ai fait des formations universitaires, hein, des DU, des passionnants, qui sont vraiment top, qui apportent des choses. Mais à la sortie de ça, on se retrouve avec une difficulté, c'est comment j'intègre ça dans ma consultation, avec quel laboratoire je travaille, quel marqueur je vais prioriser, quel complément alimentaire je vais donner, avec quel labo je vais travailler, parce qu'il y en a une multitude et il y en a des biens, des moins bien. Et on se retrouve un peu perdu dans ce monde-là, parce que c'est très vaste. Vous avez des labos qui vous proposent n'importe quoi, il y a des compléments alimentaires qui proposent n'importe quoi. Et donc, l'idée, en fait, de départ, c'est de partager un peu mon expérience et puis de faire une sorte de, de, de guideline, de conduite à tenir, d'uniformisation pour avoir les outils simples pour démarrer une consultation de la longévité avec des outils simples au niveau labo, voilà, des bilans check-up qui sont formatés, en accompagnement de ça, de présenter les compléments donnés, voilà, de mettre tout ça dans un même paquet et de donner un package et une facilité pour démarrer ce genre de process. Puis, parallèlement à ça, de créer aussi peut-être une communauté pour avoir des échanges et partager, parce que tout est mieux quand on partage, hein, en réalité, et c'est vraiment sympa d'avoir ces échanges-là. Alors effectivement, on a prévu un programme euh, assez vaste qui va peut-être présenter le niveau 1 de la médecine de longévité, mais le but, c'est de ressortir de là et de pouvoir démarrer une consultation avec les outils. Alors c'est vrai qu'on parlera de mode de vie et prévention, ça c'est très important, avec une introduction à la médecine de la longévité. Quels sont les principes fondamentaux de cette médecine? Comment on peut intégrer la technologie? Quels sont les outils qu'on va utiliser, hein? Je vous parlais d'outils de check, et ça, c'est très important. Et en parallèle de ça, on essayera d'intégrer aussi la médecine esthétique, entre guillemets, parce que je vous ai dit que c'était les deux aspects et les deux demandes de consultation. Les gens, soit ils viennent parce qu'ils ont une sale gueule, soit parce qu'ils se sentent pas bien. Donc, en fait, il faut pouvoir les donner des réponses sur ces deux sujets qui sont intimement liés. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'objet un peu de la première journée. Après, je ne sais pas si on peut développer Oui, sur la deuxième ou si… oui, bien sûr. Alors, je rebondis sur la notion de communauté, puisque je sais que c'est important pour toi et c'est extrêmement important pour nous. Mais l'idée de Biooptimis, c'est de réunir l'ensemble de tes confrères et l'ensemble des praticiens médecins sur ce même sujet, avec des formations probablement de niveau 2, avec des webinaires spécifiques sur des sujets spécifiques. Et c'est de faire en sorte que un peu partout en France, le mode opératoire de ces consultations soit sensiblement le même. Ce qui va nous permettre, nous, au sein de Biooptimis, de communiquer sur cette population que je connais bien, qui sont les quinquas, qui travaillent beaucoup, qui sont stressés, qui sont en demande d'un accompagnement, et de faire en sorte qu'on puisse mettre en relation cette demande patientèle ou clientèle, parce on est dans un domaine qui est juste à côté de la médecine traditionnelle, et l'ensemble de la proposition des médecins. Donc, cette notion de communauté, elle est vraiment fondamentale. On l'abordera peut-être un peu plus en off à la fin des formations, mais c'est vraiment ce qui nous a animés quand on a décidé de te suivre sur cette formation-là. Oui, ça c'est super important. J'y tiens beaucoup. Et alors, j'ai précisé que je ne serai pas seul, hein, à intervenir sur cette formation aussi. On va faire intervenir des experts dans chaque domaine. Euh, Au niveau, je vous parlerai aussi donc des approches médicamenteuses, c'est-à-dire quels sont les médicaments qu'on peut utiliser détourner et utiliser en médecine de la longévité. Notamment, je pense à la metformine, à la DHEA, dont on parle beaucoup. Est-ce qu'il faut en donner, pas en donner, comment? Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Les traitements hormonaux, je vous ai dit que un des facteurs de vieillissement, c'était la carence hormonale. Donc, ça, c'est un gros sujet hyper intéressant, tant à la fois chez la femme, donc j'aurais vraiment plaisir à vous parler du traitement hormonal chez la femme, et puis
un confrère spécialiste qui est andrologue, sexologue, abordera aussi la supplémentation hormonale chez l'homme. Et puis, on aura aussi la prévention des risques par la nutrition, que ce soit par la nutrition de tous les jours, mais aussi des compléments alimentaires. Vous verrez que ça, c'est très important, notamment dans la prise en charge du stress oxydatif et qui est un facteur de vieillissement très, très important. Et on abordera, bien sûr, alors avec le docteur Alain Mijon, la prise en charge globale de la silhouette du visage, donc plus au niveau esthétique, avec un angle à la fois de médecin et de physicien qui est très intéressant, parce que là, on rejoint, en fait, quand on fait de la médecine de la longévité, on réapprend la physique, on réapprend la biochimie, on réapprend la physiologie. Et c'est passionnant parce que on fait en médecine 2 ans de ces disciplines-là. Et puis après, on est super content de faire de la pathologie. Et vous verrez qu'en fait, qu'en se replongeant dans nos sciences fondamentales, on comprend bien mieux nos pathologies et surtout, on peut réellement les éviter ou les retarder. Donc ça sera vraiment un deuxième sur ce samedi, sur ces thèmes-là qui seront vraiment qui seront hyper passionnants. Et puis le dimanche, ben là, on apportera vraiment le pratico-pratique quoi, à l'issue de ces notions qu'on aura pu introduire. Mais surtout, ce que je voudrais vous apporter dans cette formation, c'est des bases scientifiques solides. C'est-à-dire que on parlera et on pourra débattre, ça sera très intéressant. Mais ce qui sera dit sera étayé par des études scientifiques. Ça ne va pas être des choses balancées en l'air. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'il faut qu'on puisse avoir de la crédibilité par rapport à nos patients, on n'a pas trop de mal, mais surtout par rapport à nos confrères, parce que vous verrez que ce changement de paradigme de la médecine n'est pas vu de la même façon par tout le monde. On est un peu des pionniers, je crois qu'on a réellement raison. Je pourrais vous donner d'exemples de patients que j'ai pris en charge, ou même de moi-même. Hein. Je suis le meilleur exemple, c'est-à-dire quand j'ai découvert je suis en meilleure forme à 50 ans que je l'étais à 35 ans. Hein. Ça, c'est clair. Et donc, ce dimanche, ça sera pour vraiment vous mettre en pratique comment démarrer vos premières consultations, comment les optimiser et comment aussi avoir l'aspect, ça Christian, tu interviendras là-dessus, sur l'aspect financier, comment je peux l'intégrer voilà, et comment je peux développer aussi cet aspect-là, parce que réellement, c'est quelque chose qui est en plein essor. Et il faut que nous, médecins, on se réapproprie ce domaine-là de la médecine, qui est approprié à la fois par des structures commerciales, à la fois par des personnes qui ne viennent pas du monde médical. Et je pense qu'on a vraiment notre rôle à jouer là-dedans pour les années à venir. Et on validera vraiment cette formation par effectivement un contrôle des connaissances. Ça sera la reconnaissance du sérieux, j'espère, de cette formation. Voilà. Oui, c'est vraiment l'ambition. En même temps, on abordera effectivement les sujets juridiques en sachant que cette médecine de la longévité, de l'anti-âge et de l'esthétique non invasif est bien hors du DIU de médecine esthétique dans lequel on intègre les injections et les fils tenseurs. Alors, on en parlera parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Il y a une piste pour essayer d'en profiter et on parlera un peu de ce DIU, mais si on reste dans cet environnement de médecine de la longévité, d'anti-âge, avec des actes esthétiques qui peuvent être délégués, on est en dehors du champ du DIU. On parlera aussi de la notion, entre guillemets, recrutement de patientèle, et là-dessus, on a beaucoup d'informations à vous donner avec une aide et un accompagnement personnalisé et accompagné, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, juste aussi, parce que c'est important, tu partageras aussi avec l'ensemble de tes confrères les laboratoires, entre guillemets, avec lesquels aujourd'hui tu as initié cette consultation. Ils pourront, enfin, l'ensemble des confrères pourront travailler avec ce laboratoire, ou pas d'ailleurs, hein, il n'y a pas d'obligation, mais ça, l'idée c'est de faciliter, hein, je crois, hein, cette introduction à la consultation. Oui, c'est ça. C'est vraiment là, quand on démarre toute nouvelle activité, c'est d'avoir les bons outils en main, en fait. C'est de pouvoir faciliter.
les choses, et c'est un peu la vocation de ces quelques jours de formation. Alors, on ne verra pas tout, hein, c'est pas possible, mais c'est de pouvoir avoir cette introduction, ce démarrage et initier dès le lundi ou le mardi, pourquoi pas une première consultation, et ça sera vraiment possible. Et après, je pense qu'on étoffera les choses de façon avec des formations de deuxième ou troisième niveau sur des domaines plus spécifiques. Voilà. Oui, je pense que c'est vraiment cette notion de communauté dont on parle. Et évidemment, enfin, je vois que je réponds à la question immédiatement, mais oui, l'ensemble des outils que tu utilises seront partagés à l'ensemble de tes confrères. Et l'idée, ce sera justement de faire évoluer le savoir-faire avec des rendez-vous réguliers. On verra à quel rythme est-ce qu'on organisera ça, mais cette notion de communauté, puisque tu l'as dit et je le répète, vous êtes un peu des pionniers, hein, et il n'y a pas encore aujourd'hui de structuration autour de cette demande-là, alors que, encore une fois, je suis bien placé pour en parler, il y a une vraie demande. Mais mon médecin traitant ne sait pas, enfin, ne sait pas de quoi je parle, ne sait pas prendre en charge cette demande, c'est une certitude. Tu as tout résumé. La demande des patients, elle est là. Que ça soit le chef d'entreprise, que ça soit le quinquat, que ça soit le trentenaire, que ça soit des gens à revenus modestes aussi. Ça, je suis très étonné de ça. Enfin, moi, le centre, bon, je travaille à Paris, j'y travaille plus pour des raisons de temps, en fait. Et le centre, il est développé sur une petite ville, hein, c'est Épinal, et on a une demande énorme. Et, quels que soient les milieux sociaux. Donc, ça sera intéressant aussi de vous introduire cette notion-là, comment s'adapter aux capacités financières en fait des patients aussi. Alors, c'est important, que ce soit en esthétique ou que ce soit en longévité, de s'adapter à ça. On peut aller à des bilans qui peuvent être hyper onéreux, on peut aller à des choses beaucoup plus simples, et avec des choses très simples, on rend vraiment service aussi aux patients, et ça, ça sera une notion intéressante à avoir. Mais c'est clair que les patients ont cette demande de plus en plus, et ça explose, et ils n'ont pas la réponse chez leur médecin. Donc, on a un rôle clé à jouer. Oui, c'est une certitude. Si jamais vous avez des questions sur je sais pas, les biomarqueurs ou les indicateurs qui sont particulièrement regardés par Stéphane, si vous avez des questions en fonction de l'âge, de la typologie, n'hésitez surtout pas à vous servir du chat. Mais l'idée, c'est évidemment de créer cette communauté en intégrant cette consultation de médecine de la longévité dans le cadre de votre cabinet. Tout à l'heure, tu parlais de ton expérience en tant que médecin. Est-ce que tu peux nous parler d'exemples précis de patients que tu aurais accompagnés? Quel type de résultats mesurables on peut espérer avoir? Est-ce qu'il y a un changement de vie? Est-ce qu'il y a des ressentis particuliers? Est-ce qu'il y a des nouvelles trajectoires qui sont prises suite à ça? Est-ce qu'il y a des témoignages dont tu peux Ouais, sur lesquels tu peux... c'est passionnant parce que en fait, on retrouve notre cœur de métier, le médecin, dans ces disciplines-là. Moi, j'ai en tête un patient artisan, euh, 40 ans, surpoids, tabagique. Euh, il va pas bien parce que il veut quitter sa femme, donc il va pas bien mentalement, il va pas bien physiquement. Il est au bord du burn-out, un check-up, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et alors, tout déconne chez lui, hein, les neurotransmetteurs, je disais, ça donne vraiment un aspect dépressif. Son alimentation, elle est catastrophique, c'est-à-dire que il rentre le soir, il compense à manger du sucré, il est vraiment pas bien dans sa tête. Bon, ça, c'est des exemples qu'on a vraiment beaucoup. Donc, check-up, neurotransmetteurs qui sont complètement dopamine, sérotonine dans les chaussettes. Surpoids. Ah oui, au départ, il venait pas me voir réellement pour ça, il voulait perdre du ventre. Voilà, c'était ça, c'était le motif. Il me dit, je me trouve trop gros, je veux perdre du ventre. Bon, ok. Avant
de perdre le ventre va comprendre pourquoi vous en avez et qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, je ne vais pas proposer de technique de médecine esthétique d'emblée. On va d'abord adopter, voir ce qui ne va pas et comment corriger cette hygiène de vie. Donc voilà, facteur de risque cardiovasculaire élevé. Donc ça les fait flipper quand on commence à checker un peu les facteurs de risque. Risque cardiovasculaire élevé, risque dépressif, etc. Et on a corrigé petit à petit. Donc, hygiène de vie, bien sûr, difficile. On a conseillé un coach sportif qui l'a aidé. Et alors, ce qui est vachement important, c'est de suivre aussi ces patients-là, d'avoir des objectifs. C'est-à-dire qu'on les voit régulièrement pour voir les progrès qu'ils font, parce que comme toujours, c'est un petit peu en dents de scie et c'est pas facile de changer le mode de vie. Mais le truc qui a été spectaculaire, en fait, c'est de corriger sa dopamine et sa sérotonine, vraiment l'équilibre psychique. Alors, on peut le faire avec des compléments, mais c'est l'hygiène de vie, c'est le petit déjeuner protéiné, par exemple. Et là, il a vraiment suivi ces consignes-là, en plus avec du sport. Et en 3 mois, vraiment, il s'est rééquilibré psychiquement, il s'est senti mieux, il n'avait plus besoin de sa fringale le soir. Et ça l'a réellement motivé à continuer cette pratique-là. Vous voyez, c'est un gars, il n'était pas vraiment dans la médecine de la longévité. Mais maintenant, il a accroché à ça, donc il est svelte. On l'a un peu aidé avec des techniques de lipolyse. Et voilà, c'est un patient que je vois maintenant régulièrement, tous les 3 mois, parce qu'il a besoin d'être checké, etc. Mais il va très bien. On peut quantifier l'espérance de vie. Il y a un truc intéressant qui est par exemple la mesure des télomères. Donc ça, on va mesurer au niveau génétique, et ça, c'est très stimulant parce que il avait un âge biologique de 57 ans, je crois, quand il est arrivé. On le trouve un âge biologique qui est inférieur à son âge d'état civil. Voilà, donc ça, c'est un exemple assez intéressant. Mais c'est ce type de patient qu'on peut rencontrer. D'ailleurs, on peut peut-être prendre ce cas d'école, puisqu'il y avait une question du docteur Tatu. Quels sont les biomarqueurs que tu as pu particulièrement regarder chez cette personne? Et est-ce qu'il y en a que tu regardes d'une façon systématique? Oui, alors il y a les biomarqueurs déjà de base. Un patient comme ça, vous lui faites un bilan de médecine classique, avec l'exploration des anomalies lipidiques. Alors, pour la glycémie, on met systématiquement l'hémoglobine glyquée et le score de HOMA, l'hémoglobine glyquée qui reflète la glycation, en fait, pas seulement de l'hémoglobine, mais des protéines. Donc ça, c'est intéressant à faire chez quelqu'un qui n'est même pas diabétique, parce que c'est effectivement la glycation, c'est le reflet du vieillissement du stress oxydatif. Les marqueurs inflammatoires comme la CRP ultra sensible. L'équilibre oméga 3, oméga 6, les acides gras érythrocytaires font partie du bilan de base, parce que ça, c'est quelque chose qui va induire, pareil, le stress oxydatif des cellules si on a un déséquilibre dans ces acides gras. Et puis, chez lui en particulier, les neurotransmetteurs. Alors, les neurotransmetteurs, je disais, on peut les approcher par un questionnaire, mais c'est intéressant de les avoir chiffrés, parce que on va voir qu'il a de la dopamine, de la sérotonine à des niveaux effondrés. On le corrige, on refait un check biologique et ils reviennent à des valeurs normales. Donc ça, je parlais des labos spécialisés. Effectivement, ça se fait pas dans tous les laboratoires. Et voilà ce patient-là, ce qu'il a eu comme bilan. Donc c'est pas énorme en biologie, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre. Et puis, on va doser aussi très souvent les oligoéléments, c'est-à-dire le zinc, le sélénium et les vitamines. Les plus importantes, c'est la D, la B9, la B12 dans une moindre mesure. La C, on la dose quasiment jamais. Ça devient un petit peu pas fondamental dans la médecine de la longévité. Voilà un peu le type de bilan qu'on peut proposer chez ce patient. Et un bilan assez simple, en fait. Et ça, on abordera le sujet en formation. Tu nous expliqueras l'ensemble de ces biomarqueurs, comment les regarder. Et en même temps, je crois qu'en amont, il y a déjà des tests, des bilans filles qui sont prêts à être utilisés, enfin type. Après, Ouais, peut-être tout à fait. personnalisé.
Et une deuxième question de Dr Mercier sur je vois la metformine, c'est un vrai sujet, mais est-ce que vous conseillez des sénolytiques ou autres produits type rapamycine, metformine par exemple, et avez-vous des guides sur le sujet? Ouais, alors la metformine, bon, ça on aura un topo, enfin, je me ferai un plaisir de faire un topo spécifique là-dessus parce que c'est une molécule hyper intéressante, c'est vraiment l'aspirine du 21e siècle. Euh, il y a des propriétés qui sont dingues sur cette molécule-là. Alors, comment on s'en est rendu compte? C'est en étudiant les populations diabétiques, on s'est rendu compte ceux qui prenaient de la metformine développaient moins de maladies que ceux qui n'en prenaient pas. Et il y a vraiment des études sérieuses sur le sujet qui sont sans cesse en cours. Alors après, on rentre, c'est toujours la metformine, c'est un médicament qui est tombé dans le domaine public, donc les labos se battront jamais pour faire des études, ça leur rapporte pas de fric. Mais en termes de médecine et de bénéfices, c'est énorme parce qu'on améliore la microcirculation. Il semble qu'il y ait des effets aussi anticancéreux de la metformine, mais probablement par l'effet principal de l'amélioration de la microcirculation sanguine. Donc, on en reparlera, mais ouais, quasiment, on le conseille à partir de 40 ans de prendre de la metformine à faible dose, y compris chez des patients non diabétiques. On détourne l'usage. Alors, il y a le Voilà. docteur Prévost qui nous parle de la fisétine ou de la quercétine. Est-ce que ça, alors moi personnellement, ça ne m'évoque rien, mais est-ce que ce sont des sujets que tu connais? Oui, alors c'est toujours le problème des traitements sénolytiques, en fait, où on va essayer de donner. Alors, moi, personnellement, en anti-âge sur ces traitements-là, j'utilise beaucoup la metformine. Ça, c'est vraiment parce qu'il y a des preuves scientifiques. Et sur ces autres thérapeutiques, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de preuves encore qui étayent leur intérêt. Et c'est là, encore une fois, où c'est très intéressant d'échanger parce que chacun a ses idées, chacun a sa pratique aussi, sur ceux qui sont déjà engagés dans cette médecine-là. Et ça nous permet vraiment de développer des choses. Maintenant, ce qui est vraiment fondamental, c'est il ne faut pas qu'on soit pris pour des illuminés en réalité. Donc, tout ce que l'on doit proposer doit être étayé quand même par des documentations suffisamment sérieuses. Et il y en a plein dans la littérature. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'appuyer, je crois. Ouais. C'est un peu ce que tu partageras durant ces 3 jours. Alors, si le sujet est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger le programme, je pense en simplement cliquant sur télécharger le programme ou dans le lien qui doit être dans le chat au moment où je vous parle. Vous aurez le programme complet de la formation et vous aurez aussi la possibilité de pré-réserver votre place. Cette pré-réservation a une durée de vie de 7 jours. Donc, vous avez 7 jours pour la confirmer ou l'infirmer si jamais en termes d'emploi du temps, ça ne collait pas. Je rappelle qu'elle aura lieu du 14 au 16 mars avec une arrivée attendue le 13 mars au soir. Donc, vous avez évidemment la possibilité de dormir sur place dans cet hôtel qui est absolument magnifique, l'hôtel Anantara qui est à Nice, qui est un nouveau 5 étoiles juste en face avec une magnifique vue mer. Donc on joindra l'utile à l'agréable. Donc le 13 au soir, l'arrivée, 14, 15, 16, la formation à l'Anantara. Si jamais c'est un sujet qui vous intéressait, n'hésitez pas à vous inscrire. Je pense qu'il y aura un deuxième séminaire qui sera imaginé au mois de novembre en fonction de celui-ci. Et entre-temps, on va lancer la notion de communauté. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anne-Sophie, qui sont ouvertes? Et n'hésitez pas, je pense que c'est, si vous en avez sur, que ce soit la consultation ou la formation, c'est maintenant. Visiblement, tout va bien. Moi, je vais finir sur une dernière question, Stéphane. Si jamais il y a beaucoup de médecins qui sont un peu embrumés, on va dire, par la situation actuelle, qui sentent bien que leur situation est compliquée entre
la CPAM, les patients, les cartes magiques. Leur positionnement est difficile, ils travaillent tous beaucoup. Je crois que c'est une profession qui travaille énormément et en permanence. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu pourrais leur donner si jamais ils veulent un peu sortir de cette... alors, je ne vais pas parler de cette rat race, mais un peu aujourd'hui, on a l'impression que pour certains médecins, c'est vraiment compliqué. Toi, tu as fait un choix qui était différent, tu l'as fait il y a maintenant quelques années, mais si jamais tu devais conseiller un médecin sur cette évolution, comment est-ce que tu vois la médecine du futur et quelles seraient les orientations à prendre aujourd'hui? Moi, j'ai eu la chance, avant d'être médecin spécialiste en gynéco, j'ai fait de la médecine générale. J'ai commencé par ça. Donc, je connais bien, si on parle de la médecine générale en particulier. Alors, je vais parler de la médecine générale, puis je vais parler des autres spécialités. En médecine générale, pour moi, elle est morte, la médecine générale telle qu'elle existe actuellement. On voit bien que c'est devenu quasiment impossible avec le nombre de patients de faire de la médecine finalement je dirais de qualité, parce que moi je le vois quand les patients viennent me voir, soit ils n'ont plus de médecin généraliste, hein, il y a à peu près 50% de ma patientèle n'a plus de médecin généraliste, et, sont complètement démunis, et puis ça devient une médecine d'urgence entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils trouvent un médecin quand ils ont un problème aigu, une angine ou autre. Et là, bah, vu la rémunération de la consultation de médecine générale, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pas grand-chose. Alors, il y a un truc qui m'amuse, c'est la prévention du ministère de la Santé publique, là, qui propose une consultation de prévention à 30 euros, peut-être 35 euros, je crois. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais bon, c'est complètement ridicule. Enfin, comment on peut faire une bonne consultation qui va durer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à 35 euros? C'est limite insultant. Donc, moi, alors je crois qu'il y a de plus en plus une médecine qui va. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Mais on voit bien qu'avec l'intelligence artificielle, je suis persuadé que 80% des problématiques de médecine générale pourront se résoudre de cette façon-là. Et finalement, la médecine telle qu'elle existe va se modifier, parce que forcément, on va trouver des réponses à cette carence de médecine. Si on reforme des médecins dans 10-15 ans, on aura trouvé d'autres solutions qui existent, hein, d'ailleurs. Il commence à y avoir des plateformes, même automatisées, de consultation qui sont gérées en premier lieu par l'IA et qui répondent très bien à un grand nombre de problématiques. Donc, si j'étais, je serais très inquiet, moi, en fait, de la médecine actuelle, et il faut trouver d'autres solutions pour revenir dans notre cœur de métier. Celle-ci en est une géniale, quoi. Enfin, moi, elle me passionne. Alors, moi, je l'ai pas faite parce que j'en pouvais plus de ce que je faisais. Non, je l'ai faite pour d'autres raisons. Et voilà, je crois que je ferai ça, et en déconventionné, c'est sûr. Voilà, c'est clair. Parfait. Ben, moi, j'invite tous tes confrères à venir suivre cette formation qui est exclusive. Ce sera la première en France sur sur ces thèmes-là, et la façon dont on le fait est tout à fait unique en France, avec un véritable accompagnement, qu'il soit scientifique, médical, que tu feras, mais aussi sur la partie communication. On essaiera d'accompagner l'ensemble de la communauté sur ces thèmes-là. On en reparlera durant ces 3 jours. Il n'y a pas d'autres dates aujourd'hui qui sont imaginées. On est en train de travailler dessus et on imagine qu'il y en a une en fin d'année, mais pour l'instant. Donc, si jamais c'était un sujet qui vous intéressait, 14, 15, 16 mars, je pense qu'Anne-Sophie va remettre le lien si jamais vous voulez télécharger la brochure. Vous avez un lien à l'intérieur de cette brochure qui va vous permettre de pré-réserver. Juste derrière, vous avez une personne de l'équipe formation. Il faut savoir que cette formation, elle est certifiée par le centre qui lui-même est Calliope. Donc, il y a une forme de structuration au niveau de du process pour que vous puissiez être pris en charge si jamais c'est un sujet également pour vous. Et ça, on vous expliquera dès que vous avez rempli cette brochure. Et j'invite Dr Prevost à venir nous rencontrer. On échangera sur l'ensemble des thèmes de la metformine et des autres sénolytiques. Docteur Cristinelli, merci beaucoup d'avoir partagé cette heure. Je sais que ton emploi du temps est ultra chargé. Donc, merci d'avoir calé ça. Et puis,
vous à très vite. Je remercie tous tes confrères d'avoir été présents sur cette webconférence qui est un peu unique. À ma connaissance, ça n'existe pas. C'est la première fois qu'on le fait. On le refera certainement. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Anne-Sophie, tu peux peut-être juste mettre ce lien email contact@sesamcorp.com et on agrégera l'ensemble des questions et les enverra au docteur Christianelli si jamais il y avait d'autres questions que vous avez en tête sur lesquelles on pourra y répondre. Un mot de la fin? Non, mais alors j'espère que j'ai pu vous transmettre un peu ma passion pour ce domaine de la médecine, voilà, qui va être juste génial dans les futures années et qui intellectuellement est très stimulante parce que ça évolue tout le temps. En fait, ça c'est vraiment un domaine qui est sans cesse en évolution et qui répond réellement à une demande forte et de plus en plus. Et je pense que on va être vite submergés, nous, les médecins qui ne sommes pas nombreux à nous occuper de ces problématiques-là. Et si on peut être à l'origine de vocation de médecin en médecine de la longévité, ça sera génial. Voilà. J'espère qu'on sera nombreux à pouvoir échanger sur le sujet. Oui, on parlera d'IA, on parlera d'objets connectés, puisque nous sommes en phase de test avec des choses comme ça on s'amuse beaucoup sur ce terrain de jeu-là. Et vraiment, je te remercie de cette prise en charge au niveau de la communauté. Et je pense que ça va être une super formation. Rendez-vous à l'Anantara. C'est un endroit qui est magnifique. On joindra l'utile à l'agréable. Je souhaite à tout le monde une excellente fin de journée. Merci pour cette webconférence. À très vite, Stéphane. Merci, à très vite. Au revoir.